Classique. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Et comme tous les matins, nous retrouvons nos amis de LCI pour l'invité politique, Hervé Mariton. Bonjour. Bonjour. Qui était candidat, on s'en souvient, à la présidence de l'UMP et qui est maintenant candidat pour la primaire, pour la présidentielle. On commence peut-être par cet accord sur un plan d'action cette nuit à Bruxelles, au Conseil européen, sur la crise des réfugiés. Donc on va aider la Turquie à accueillir davantage de réfugiés, y compris d'ailleurs avec une aide financière qui reste à préciser. C'est la bonne façon d'aborder ce problème des migrants ? Cet accord ne va pas assez loin, mais c'est la bonne façon. La bonne façon qui est déjà de traiter le sujet là où les migrants sont en première phase, c'est-à-dire en Turquie, en Jordanie, au Liban. Et c'est là qu'il est important de faire le tri entre ceux qui formulent des demandes d'asile qui peuvent être motivées parce que dans des pays en guerre, ils deviennent alors réfugiés de guerre, ou parce que individuellement menacés du fait de leur identité, du fait de leur position politique, et ceux auxquels ni l'asile ni le statut de réfugié ne peut et ne doit être reconnu. Il est important que nous ayons sur place une capacité à traiter ces demandes, et sur place, ça veut dire alors des conditions de vie, d'accueil supportables, à la fois pour les réfugiés et pour les pays qui les accueillent. On retient également la petite phrase de François Hollande. Il a dit « Ceux qui parlent d'invasion sont des manipulateurs, sont des falsificateurs ». Écoutez, on verra. C'est très difficile de mesurer l'ampleur des vagues aujourd'hui. En France, en Allemagne, on est dans des situations différentes. Je voyais encore ce matin d'autres itinéraires passant par la Russie pour aller en Norvège et ensuite redescendre vers le sud. Donc il y a en tout cas une pression et un défi fort, un défi de population, un défi démographique potentiellement, un défi d'identité aussi. Je ne sais pas si le mot invasion est le bon mot, mais ce dont je suis très conscient, c'est que la question identitaire est au cœur du doute que nos concitoyens ont. Que ce soit dans la Drôme, que ce soit partout en France, quand je rencontre nos concitoyens, la question, l'angoisse aussi, à quoi ressemblera demain mon pays, à quoi ressemblera demain ma ville, à quoi ressemblera mon quartier, mon village, est une question tout à fait centrale. On en vient à la situation sociale en France, un peu tendue. Alors, l'un des événements de cette semaine, c'était la manifestation des policiers, notamment contre le laxisme de la justice. Manuel Valls a immédiatement réagi, annoncé des mesures, notamment l'allègement des procédures, revoir également un peu les permis de sortir. C'est la bonne réponse ? Je trouve, en tout cas sur le terrain social, que le gouvernement va vraiment à hu et à dia, et d'une grande incohérence. Prenons l'exemple d'Air France. Le gouvernement a commencé, ce qui était le moins qu'il devait, de soutenir la direction d'Air France, à la fois face aux violences graves subies, mais aussi dans les orientations stratégiques. Et puis, au bout de 48 heures, pour des raisons essentiellement politiciennes, des sourires à la gauche de la gauche, le gouvernement renverse sa position et lâche la direction d'Air France. Je l'ai entendu à l'Assemblée nationale avec des mots ambigus et même dangereux de la part du Premier ministre, et ensuite cela s'est confirmé dans les faits. Je trouve que c'est tout à fait scandaleux, et je pense que c'est extrêmement grave que le gouvernement, comme cela, au coup de tabac, lâche une entreprise qui propose une stratégie indispensable. En même temps Air France est mortelle. Que le gouvernement incite à un accord, à ce que l'on trouve un accord qui soit meilleur que la suppression de 3000 emplois, c'est dans son Mais rôle. le moins il y a de suppression d'emplois, le mieux on se porte. Il se trouve simplement qu'Air France est une entreprise privée, que l'État a simplement 17% des actions, et que il faut respecter l'autonomie de l'entreprise. Il y a un lâchage assez miteux de la part du gouvernement, et je le condamne. Je dois dire aussi que je m'alerte sur ce sujet, comme sur celui des retraites, d'un problème, excusez-moi de le dire, mais à la fois de cohérence et de courage de l'opinion. Alors c'est compliqué de dire ça, parce que quand on est homme politique, il faut dire que les citoyens sont excellents tous par construction, puisqu'on espère leur voix, et j'espère les voix du plus grand nombre pour les primaires présidentielles. Il faut tenir un langage de vérité, c'est ça que vous voulez dire ? Il faut tenir un langage de vérité, et la responsabilité du politique, c'est de faire preuve de pédagogie, et de dire aux citoyens quand il y a quelque chose qui ne va pas. Alors puisque vous abordez les retraites complémentaires, par exemple, qu'est-ce qu'il faut dire ? D'abord sur Air France, je veux dire que les Français majoritairement condamnent les violences qui se sont produites, et en même temps ils les comprennent. Moi je dis stop,
mesdames et messieurs, concitoyens, réfléchissez à l'articulation de ces deux appréciations. Et les retraites, on est un peu dans le même genre de contradiction. Les Français, au fond, n'ont pas suffisamment mûri de mon point de vue. Les Français continuent de préférer une augmentation des cotisations. Ils préfèrent évidemment l'augmentation des cotisations patronales parce que c'est l'autre qui paye. Mais au bout du compte, c'est l'entreprise, à un prolongement des carrières. Et ben, ça montre qu'une pédagogie considérable est à réaliser. Et c'est une des responsabilités à droite. Vous pensez qu'il faut allonger la durée de Je pense que le paramètre essentiel, c'est l'âge de la retraite et la durée de cotisation. Et il faut là-dessus être suffisamment audacieux. Moi, j'avais dit, comme responsable du projet de l'UMP, je continue de dire 65 ans, âge de la retraite, 44 années de cotisation. Quand certains, aux Républicains, je m'excuse de le dire, mais exemple Nicolas Sarkozy, mais d'autres aussi, font des propositions minuscules, passer à 63 ans. Eh bien non, cela ne suffit pas. Si on veut qu'il s'agisse du régime de base, qu'il s'agisse des régimes complémentaires, sortir d'une situation qui à la fois sur le plan financier est périlleuse, mais qui par ailleurs contribue très gravement à empeser le sentiment français, étant des éléments de défiance, de manque de confiance dans notre pays, on a besoin d'une réforme des retraites vigoureuse. Elle participe par ailleurs de l'effort de redressement des finances publiques auquel j'appelle. Alors, les questions budgétaires que vous suivez de près également à l'Assemblée, on sait que les socialistes, 137 députés, ont proposé la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. À première vue, c'est pas votre tasse de thé. Je suis contre parce qu'il ne faut pas aggraver la progressivité de l'impôt, au contraire. En revanche, vous proposez ce qu'on a appelé en Angleterre la flat tax, c'est-à-dire un impôt à taux fixe qui serait seulement de 2% pour les tranches les plus basses, mais limité à 15% pour les autres. Est-ce que c'est pas profondément injuste? Vous revenez sur le principe de la progressivité de l'impôt. Plus on gagne d'argent, plus on paye. Ah bah écoutez, dans un système proportionnel, plus on gagne d'argent, plus on perd. Plus on gagne d'argent, il y a plus de progressivité. Plus on paye. Il y a une petite progressivité puisque pour les premiers milliers d'euros de revenus, je propose, en particulier en ayant en tête les ménages les plus modestes, une tranche à 2%. Mais pour ensuite, tout le monde, effet, 2% pour tout le monde, paierait l'impôt sur le revenu. Tout le monde paye l'impôt sur le revenu. Alors qu'aujourd'hui, il faut rappeler qu'un Français sur deux ne... Oui, et même, il y a plus d'un Français sur 5 qui ne paye pas de CSG, contrairement à ce que le gouvernement passe son temps à affirmer, tout le monde paierait la CSG, c'est faux. Et le gouvernement a encore décidé de sortir des catégories supplémentaires de Français des impôts locaux. C'est-à-dire que le système fiscal français, le système de dépenses publiques est organisé avec des quantités importantes de nos concitoyens qui ne payent ni impôt sur le revenu, ni CSG, ni impôt local. Alors avec vous, ça ne rend pas très responsable au regard de la dépense publique. Tout le monde paye un peu, donc 2% pour les tranches les plus basses, mais petite somme, mais on paye 15% seulement pour les autres. Oui. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui a des tranches jusqu'à 40%, ils ne paieraient plus que 15%. Deux choses. C'est un sacré cadeau en plus particulier riche. À l'égard des défavorisés. Je rappelle que cette réforme, elle est dans un élément de base qui est celui baisse des dépenses et baisse des impôts. Donc ça aide à introduire une réforme de cette nature. Et deuxièmement, je supprime les niches fiscales. Les niches fiscales, aujourd'hui, au fond, créent une configuration dans laquelle les classes moyennes supérieures, qui mobilisent peu ou mal les niches fiscales, payent beaucoup d'impôts. Et c'est au-dessus, les très riches, qui s'en sortent plutôt bien dans une bonne optimisation des niches fiscales. Je propose de renverser le principe. Plutôt que ce soit l'État qui vous dise ce qu'il faut faire, niche fiscale, c'est le contribuable qui dira à l'État ce qu'il faut faire en disant je veux que sur 5% de mon impôt, vous mettiez plutôt sur telle mission de l'État, tel budget, telle action d'association caritative qui me va bien. Mais quel est l'intérêt de ce système de flat tax, d'impôt proportionnel? C'est d'abord que c'est lisible, c'est pédagogique. Ça empêche l'État d'augmenter les impôts sans que ça se voit. Si l'État veut augmenter les impôts, ça se voit. C'est dissuasif. Dans un pays où les gouvernements de gauche aujourd'hui, hélas parfois de droite hier, n'ont eu que trop tendance à augmenter les impôts. C'est un système moderne. Quand vous avez des revenus complémentaires, quand vous avez une évolution de la définition de la base fiscale, en particulier les revenus type Airbnb, Uber, des choses de cette nature-là, la flat tax est la seule manière de raccorder le revenu complémentaire et le revenu de base. J'ajoute que dans tous les pays qui ont mis en œuvre la flat tax, eh bien celle-ci fonctionne bien, est très bien acceptée et est très efficace en termes d'entrée d'impôt. Donc ça permet en effet de récupérer l'impôt sans pressurer sur les taux. Et je constate qu'il y a un très grand nombre de mes collègues parlementaires qui soutiennent cette initiative. Oui. C'est une belle dynamique dans ma campagne pour les primaires. Oui, mais pas tous. Christian Jacob, Éric Woerth, etc. notamment, ne sont pas d'accord. Mais bon, vous allez les convaincre. Éric Woerth est partisan de la retenue à la source. Je suis pour ma part très
très hostile à la retenue à la source, qui contribue à l'anesthésie de l'impôt. En un mot, très vite, sur la taxe sur le gazole qui va augmenter progressivement jusqu'à revenir à égalité. On va baisser en même temps celle sur l'essence pour qu'il y ait égalité des deux. C'est une bonne idée? D'abord, il y a un viol de parole du président de la République qui, le 6 novembre 2014, s'est engagé à ce que aucun Français ne paye plus d'impôts. Ouais, mais là, on baisse sur l'essence. On augmente sur le gazole et on baisse sur l'essence. D'abord, c'est pas le gazole qui paye l'impôt, c'est le contribuable qui le paye. J'ai jamais vu un réservoir de voiture payer son impôt de lui-même. Mais le président de la République a dit clairement qu'il n'y aurait pas de vase communicant, mais qu'il n'y aurait d'impôt supplémentaire sur aucun Français. Donc c'est un viol de cette parole. Au nom d'une analyse écologique qui est largement fausse, je me permets de le dire. Donc vous êtes contre? Je suis contre, parce qu'il y a un impôt supplémentaire sur une certaine catégorie de Français. Je suis un député rural, et c'est clairement un coup contre le monde rural, et les enjeux environnementaux sont beaucoup plus subtils aujourd'hui. Je ferai des propositions à l'horizon de la COP 21, parce que je pense que l'environnement mérite mieux que ce que le gouvernement triture aujourd'hui, et j'ajoute que je ne suis pas opposé par principe à la fiscalité écologique. Mais là, il va y avoir un surplus entre le gazole et l'essence. Ce surplus ne sera même pas affecté à l'écologie. Il sera affecté à sortir des catégories supplémentaires de Français du paiement des impôts locaux. Donc, on est en pleine contradiction. Contradiction avec les promesses du président, contradiction avec une ambition écologique et très mauvais signal fiscal aussi. Allez, les primaires, donc, vous êtes toujours candidat. Si on regarde les sondages, vous êtes très très loin, non seulement de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, mais également même de Nadine Morano, de Xavier Bertrand. Ça vous décourage pas? Je n'ai pas fait le buzz comme Nadine Morano, mais chacun a sa manière de faire de la politique. Moi, je fais le pari que des électeurs qui sont à la fois attentifs aux engagements de liberté et de valeurs que sont les miens, un positionnement clairement libéral sur les questions économiques, conservateur sur les questions de société, seront motivés par ma candidature. Je pense aussi qu'il y a des électeurs qui sont intéressés que plutôt que d'être dans l'hystérie du débat, on soit, comme on vient de le faire, avec vous, merci, sur le fond, dans un moment de raisonnement, de construction, de démonstration, même si c'est parfois pour dire qu'on est surpris par la réaction de certains citoyens. J'observe qu'à la présidence de l'UMP, on me donnait 1%, j'ai fait 6,5%. J'espère faire plus pour la primaire. C'est une élection à 2 tours, je le rappelle. Je pense vraiment que ce débat mérite mieux que ce qui a été présenté ces derniers mois. Assez hystérisé comme débat, parfois un peu démago sur le fond. Prendre la politique par la voie de l'exigence, c'est pas le plus simple, mais j'essaie d'avoir cette valeur ajoutée. Merci Hervé Mariton, merci à nos amis de LCI qui retrouvent leur chaîne. Nous on reste sur Radio Classique dans un instant. Le journal des informations, Sophie Paolini. Votre